joie d'être en vie, que nous pouvons apprécier la liberté d'être en vie. Et mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons encore une fois pour cet autre numéro important, je vous l'assure. Et je vous invite tout de suite à rester en notre compagnie. J'ai envie de dire, ça m'a manqué quand même, parce que c'est midi. Eh oui, ça m'a manqué. Je ne sais pas, mais ça m'a vraiment manqué. Depuis un certain moment, l'on dit partout dans le monde à 12h GMT, on est tous, c'est midi. C'est vrai que c'est intéressant, ça sonne bien. Mais c'est resté pendant 3 ans. Pendant 3 ans, nous l'avons dit, c'est midi, c'est maintenant. Et je n'entends pas quelqu'un dire, c'est midi. C'est maintenant. Eh oui, c'est midi, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Jessica Bamba. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de... Vous avez le courage? Pourquoi? Alors, on va faire un truc. Asseyez-vous. S'il vous plaît, Jessica, toutes mes excuses. Oui. Ça va là? Donc, faut qu'on se parle. Ça va ici? Vous nous venez de quelle école? Le groupe éthique. Il paraît que là-bas, vous êtes choc. Et vous savez que cette émission a une portée sociale. Vous le savez? Et vous savez que dans cette émission, il y a quelque chose au-delà des informations que nous donnons. Il y a quelque chose que nous apportons qui fait notre marque, la joie aux téléspectateurs. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens, vous ne pouvez même pas imaginer dans quel état ils se trouvent en ce moment. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre en position. Voilà, on se lève, on se met en position pour apporter ce petit quelque chose qui manque certainement à des gens qui nous suivent en ce moment. C'est bon, je peux compter sur vous? Parce que c'est midi! C'est ouais! J'ai retrouvé mon public! J'ai retrouvé mon public! Ouais! Alors, ça ne dépend pas de ce que vous avez vécu la veille, ça ne dépend pas des informations que vous avez reçues la veille, ça dépend de ce que nous nous sommes réveillés. Nous avons eu cette chance, sacré vénard, nous le sommes. Nous avons la chance d'être là pendant que d'autres sont en train de croupir sur des lits d'hôpitaux, pendant que d'autres sont en prison, pendant que d'autres n'ont pas à manger. Nous sommes là, nous avons la joie, nous avons la pêche. Et voilà, je vous présente Jessica Bamba. J'avoue que ça change tout. Ça change carrément tout. Bah écoutez, si vous êtes intéressé par la photographie, suivez le club, c'est midi dans un petit instant seulement. Voilà. Merci beaucoup Jessica. Marie-Paul Adjé. Oui, Marie-Paul. Alors aujourd'hui, dans la rubrique Ces mots d'info, j'ai fait un petit reportage d'un événement que vous attendez tous, donc ce sera tout à l'heure. Vous êtes un peu triste? Non. Ah d'accord. Il y a quelqu'un qui arrive. Celui qui veut y Merci beaucoup. Voilà. Moi, j'étais dans la coulisse, j'attendais tout à l'heure car on vous dit, voilà la joie, il y a des gens qui sont sur le... C'est votre problème. Si vous voulez, soyez à s'il vous plaît. Asseyez-vous, ne dites rien. Moi, je suis à l'aise. Va où vient à l'aise? Moi, je m'en fous. C'est mon problème. Vous êtes à un talk show. C'est un talk show. C'est la joie ici. C'est pas... Quel que soit le thème, nous sommes en joie ici. Vous avez compris? Donc, quand vous restez calme comme ça c'est de l'esclavage télévisuel. Ça. Ah oui. Ça, c'est de l'esclavage télévisuel. Je suis habillé ainsi, vous voyez. Stop à l'esclavage. Vous avez suivi la Ligue 1 hier, la 10e journée à SEC Africa. Qui est au stade? Personne. Ça, c'est de l'esclavage sportif à caractère footballistique. Il faut aller au stade. C'est important.
Merci beaucoup. C'est important. Merci, Dr Philo, de nous avoir prêté le mot. Effectivement, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet préoccupant, celui de l'esclavage en Libye, incluant bien sûr le phénomène des migrations clandestines. Et pour ce faire, nous allons inviter. La RTI est allée chercher ce jeune Camerounais qui est donc témoin de ces exactions et il viendra nous rendre son témoignage. Son nom à l'état civil, c'est Jaurès Nguende, mais vous avez certainement entendu parler de John Dal Carter, que je vous demande d'applaudir très très fort. Et oui, John Dal Carter, bienvenue sur le plateau de ce midi. Alors si vous ne le connaissez pas, il s'appelle très souvent John Dal Carter, donc sur Facebook, ou encore le loup solitaire, le fils d'Afrique, c'est bien cela, c'est pseudonyme. Et bien sûr, c'est un héros que nous avons, que vous avez en face de vous, parce qu'il est l'auteur en fait, je vous explique, il est en fait l'auteur de la vidéo utilisée par CNN. Voilà, donc il a mené un combat depuis plusieurs mois. Il est rentré en contact avec des célébrités, des consuls pour parler de ce sujet. Et voilà, aujourd'hui, on peut dire que cela a porté des fruits. Il se retrouve sur le plateau de ce midi et on écoutera son témoignage. Le thème retenu pour cette émission, j'ai des révélations à vous faire sur l'esclavage en Libye. Docteur Philo, avant de donner la parole à l'invité, on va vous retrouver tout de suite. Merci. Vraiment, chapeau, félicitations. C'est ce qu'on appelle le papatoya positif, le papatoya utile. Aller faire papatoya pour ne rien dire, c'est ça. C'est de ça qu'on a besoin. Vraiment, félicitations. C'est grâce à vous qu'on sait tout de ce qui se passe à ces endroits-là. C'est qu'il y a longtemps, ça existe. Mais grâce à vous, les gens quand même regardent désormais vers la Libye. Et c'est ça. Ne comptez pas sur moi pour incriminer les autorités libyennes, tout. Non, non, non. Je sais que l'être humain n'est pas à vendre. Vendre son prochain, c'est inhumain, c'est récurrent. Non, c'est pas récurrent. Non, c'est répugnant, c'est criminel, c'est inhumain, c'est inacceptable. On ne peut pas vendre son... Comment tu peux vendre ton camarade gaz? On ne peut pas vendre. Et ces révélations-là, nous en avons besoin. Je profite pour faire des révélations à tous ceux qui s'apprêtent pour les faire des fins d'année. Les révélations. Une révélation. Tu as avec ce mot? Révélation. Tous ceux qui s'apprêtent à fêter les fêtes de cette année maintenant, avec cette histoire de Libye, une fille vient vers toi. Chérie, nous sommes en décembre, on fait comment? Tu dis, moi j'étais en Libye, je viens d'arriver. Bah putain. Et non, je veux dire que je vais pas m'attarder sur cette histoire de Libyens. Non, laissons ça, parlons de nous-mêmes. Il faut que nous-mêmes on se respectent. Il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire, je ne vois pas un Libyen quitter la Libye, se déplacer, venir à Bobo, à Yopougo, à Bobo, pour prendre Madoube et Brahma pour aller le vendre. C'est avec la collaboration de nous-mêmes, nos propres frères. Toi, t'as pas dit vendre Brahma à Bobo? C'est qui va te montrer. Oh, oui, on est frère. C'est ça. Donc, ce soir, nos propres frères, parler de cette histoire de migrants, finalement, ça donne la migraine. C'est comme ça. Finalement, ça donne la migraine. Et je veux dire que, Dieu merci. Franchement. Oui. Franchement. Les autorités ivoiriennes ont anticipé en envoyant des avions pour chercher nos ressortissants là-bas. Mais c'est ça. C'était depuis avril. Oui, avant le sommet même. Parce que le sommet en a parlé. Avant le sommet. Et ils sont bâtis. Il y a des gens qui ont refusé de venir. Parce qu'ils sont là. Ils disent non, si je rentre, j'ai pris crédit pour partir, il faut m'encaisser. Enfin, il y en a, mais c'est ça bien même dans l'esclavage même. Il y en a aussi. C'est-à-dire, il y en a, ils ont tout vendu ici. Pour partir de l'autre côté, aujourd'hui c'est eux on vend. C'est quoi? Ils sont revenus au pays. Merci. Ils sont revenus au pays. Moi je pense que déjà j'étais en train de parler de ça, le dernier sommet lui on a parlé, on a dit investir dans la jeunesse pour un avenir durable. On dit investir dans la jeunesse. Ne pensez pas forcément que c'est l'argent. Si on avait dit investir sur la jeunesse, on allait travailler l'argent sur vous. Mais dans la jeunesse, c'est accompagné d'un programme, un programme psychologique. Ça veut dire qu'on va vous parler. Restez chez vous. 1 million, pour aller de l'autre côté, 1 million, tu peux faire beaucoup de choses avec. Ici, tu fais beaucoup de choses avec 1 million. Moi, désormais, j'ai décidé pour apporter mon soutien à tout ce qui se passe en Libye, pour les soutenir. Ce sont mes frères. Je m'en vais en Libye. Je m'en vais. Non, docteur Philo. Je m'en vais en Libye. Je reviens. Docteur Philo.
Docteur Philo, Oui. s'il vous plaît, ne partez pas, on a besoin de vous Je savais ici. que Caroline me demandait pardon. On a besoin de moi, particulièrement. J'ai besoin de vous. Alors, la question du micro-trottoir est stipulée comme suit. Que savez-vous de l'esclavage en Libye? Il y a nos frères noirs, ivoiriens, comme maliens, tout et tout, qui sont en Libye, sont maltraités par leurs frères africains. On sait qu'en Libye, nos frères noirs sont vendus comme du bétail. Ils sont maltraités par les Libyens. Et pour la plupart, ce sont des gens des immigrés, des gens qui veulent aller voir ailleurs pour aller se chercher, essayer de s'en sortir. Parce que dans leur pays, c'est un peu difficile pour eux. Et arrivés en Libye, ils sont traités comme des moins que rien. Ils sont maltraités, souvent même vendus comme du bétail. Et en tant que Noirs, quand on assiste à cela, vraiment, ça fait mal au cœur. Bon, à ce que je sache, c'est qu'en Libye, vraiment, nos jeunes frères qui sont là-bas sont maltraités, vu qu'ils n'apprennent pas la bonne voie pour pouvoir partir, voilà, tout ça et tout. Bon, franchement, sur l'esclavage en Libye, moi, j'ai pas trop d'informations dessus. Franchement dit. Sinon, j'ai entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux, tout, mais j'ai pas trop d'informations. J'ai appris qu'ils vendent des gens à 400 €, 200 dinars libyens. Bon, après ça, il n'y a pas trop d'informations, quoi. Ce que je sais de l'esclavage, c'est que là-bas, les gens souffrent, nos frères souffrent. Parce que dernièrement, j'ai vu des vidéos sur les réseaux sociaux, on voit que c'est pas la belle vie. Et voilà, nous sommes donc en compagnie de notre invité venu tout droit du Cameroun. C'est un jeune étudiant. Bonjour et bienvenue. La Merci. Côte d'Ivoire, c'est pas la première fois. Hein. Ouais, c'est pas la première fois. J'ai été déjà en 2009. En 2009. Mais là, c'était pas pour le cadre d'une activité pareille. C'était pour voilà, une activité, on va dire, personnelle. Ça dépendait des parents aussi. Bon, j'étais encore très jeune à l'époque, 2009, ça fait pratiquement 8 ans. Donc je reviens, la Côte d'Ivoire a changé, c'est plus le même pays. Il y a eu des changements qu'on observe un peu de partout, mais bon voilà, ça reste la Côte d'Ivoire. Je suis content d'être là. D'accord. Alors, en 2016, c'est vrai que vous voyagez quand même beaucoup. Hein. En 2016, vous vous êtes retrouvé en Tunisie. Peut-on savoir les raisons qui vous y ont emmené? Alors, il faut dire que je pars pour la Tunisie au départ, parce qu'on m'a fait comprendre que c'était un pays où on pouvait avoir des facilités, en fait, que ce soit sur le plan académique ou alors sur le plan, on va dire, professionnel. Donc, une fois là-bas, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. Vous vous rendez compte que la réalité est tout autre. Voilà comment je fais pour me retrouver en Tunisie, en fait. À quel genre de réalité vous étiez confronté? Écoutez, donc quand vous êtes en Tunisie, vous avez d'abord, en tant que Noir, parce qu'il faut le dire ainsi, vous avez des difficultés à avoir une carte de séjour, par exemple. C'est très compliqué d'avoir une carte de séjour. C'est très compliqué d'exercer, en fait, sa profession en tant qu'étranger. Donc, l'étranger n'a pas le droit, entre guillemets, de faire, d'exercer sa passion. Vous êtes tout le temps obligé de faire des petits travaux pour pouvoir survivre. Ça, c'est pour ceux qui y vivent jusqu'à présent d'ailleurs. Donc, ce n'est pas possible pour un étranger de s'en sortir, en fait, de vivre de sa passion en Tunisie. Alors, vous, c'était pas la Libye, hein, votre destination? Non, c'était pas la Libye. Vous étiez juste en Libye, en Tunisie, pardon, pour des études. Voilà, exactement. D'accord. Voilà. Et je veux dire que là, vous êtes déçu, un peu déçu quand même, de voir que ce à quoi vous vous attendiez... C'était pas le cas. C'était pas. Et j'étais pas seul. Quand j'arrive, je constate que c'est pas ça. Et des gens ne font qu'arriver sans être informés. Des gens qui viennent d'horizons divers, en fait. Cameroun, Côte d'Ivoire, Niger, un peu de partout, dans l'Afrique subsaharienne. Donc, ils arrivent dans le Maghreb sans être informés de la réalité du terrain. Alors, c'est comme ça que j'ai décidé de me déguiser en loup solitaire. Justement, pour pouvoir parler la question venait parce que je me dis, d'étudiant, de votre statut d'étudiant, qu'est-ce qui vous transforme en lieutenant Colombo ou en loup solitaire? Parce que c'est un étudiant en gestion. En gestion commerciale. En gestion commerciale. Vous n'êtes même pas journaliste pour dire que votre curiosité vous pousse à cela. Je ne suis pas journaliste, en fait. Vous voyez, quand j'arrive, moi j'ai l'instinct de survie d'abord en moi qui m'anime. Alors quand j'arrive en Tunisie, le premier constat, il y a une forte communauté ivoirienne. C'est la communauté subsaharienne la plus représentée en Tunisie. Alors quand vous arrivez là-bas, quand vous voyez les conditions dans lesquelles ils vivent, quand vous voyez les sacrifices qu'ils ont faits pour pouvoir arriver là et pour sortir par la Libye, vous dites qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser continuer, en fait.
Et une fois que vous essayez d'aller plus loin, vous vous rendez compte que c'est la même chose en Algérie, c'est la même chose au Maroc. C'est-à-dire qu'ils entrent en quantité avec la complicité de nos confrères. Ça, il faut le dire. Et du coup, vous vous dites qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas se permettre de laisser perdurer la chose. Il faut que les gens sachent ce qui se passe. Il faut que les gens sachent qu'il y a un trafic énorme qui se passe avec les hommes. C'est pourquoi j'ai décidé de me déguiser en loup pour pouvoir affronter tous ces obstacles-là et mettre au dehors Et devant vous de la commencez scène. par quoi? Je commence par la Tunisie d'abord. J'essaie de comprendre pourquoi et comment les Ivoiriens font pour arriver. Parce que c'est la communauté la plus présente. C'était plus facile pour moi de travailler avec elle. Voilà, il fallait des exemples en fait. J'essaie de comprendre pourquoi. Et j'essaie de m'infiltrer dans des réseaux. Pour, voilà, en tant que traître, il faut le dire ainsi. Parce que pour pouvoir travailler avec eux, vous devez faire semblant d'être les leurs. Donc je me suis infiltré dans plusieurs réseaux. Et je me rends compte que ces gares sont organisées en gouvernement. Vous avez un président, vous avez des ministres, vous avez des généraux qui sont subsahariens, qui sont spécialisés dans la venue et la vente de nos confrères. Alors, premièrement, vous avez dans nos pays respectifs. Vous découvrez ce réseau une fois que vous l'infiltrez ou c'est avant une fois que je vous faites l'infiltre. une enquête, vous faites des études? Exactement, je l'infiltre. Au départ, on va dire, il y a des gens qui viennent. Comment ils viennent? Il faut savoir comment ils viennent, qui les fait venir. Vous décidez d'entrer en contact avec des gens, comme quoi vous aussi, vous êtes passeur. Vous n'avez pas le choix. Pour avoir des infos, vous devez faire partie de la chaîne. Vous rentrez dans le réseau, vous vous rendez compte que ce sont des gens qui vivent le mieux ici en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Ce sont ces gens-là qui ont des grosses voitures, voilà, qui circulent dans nos rues à la recherche de la marchandise. Et la marchandise, ce sont nos frères, à qui on propose un bonheur absolu dans le Maghreb. Ces derniers vont jusqu'à vendre tout ce qu'ils ont. Petits commerces, les plantations, etc. Ils remettent tout ça à celui-là et au préalable... On va revenir voilà. sur le processus de marchandage, mais déjà, moi, je me dis que ce réseau-là, il doit être quand même assez outillé Bien pour sûr. savoir qui est avec eux et qui ne l'est pas. Bien sûr. Vous comprenez? Ouais. Donc, vous êtes venu forcément peut-être avec des informations, Oui. avec de la matière pour pouvoir les convaincre. Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux premiers venus. Premièrement... Un journaliste peut s'infiltrer, quelqu'un de la police peut s'infiltrer, Oui. quelqu'un des services secrets peut s'infiltrer. Vous avez forcément donné quelque chose. Exactement. L'argument que j'utilise en fait, c'est de pouvoir développer le business au Cameroun. Là-bas, le business n'est pas aussi développé que ça. Alors, à chaque fois que vous avez devant vous un potentiel partenariat, vous n'hésitez pas. Et celui qui m'a fait venir en Tunisie, c'est également l'un des leurs. On a gardé le contact. Quand j'ai essayé de parler de lui, voilà, ils étaient tout de suite d'accord. Et pour pouvoir avoir des informations, vous êtes obligé de rester avec eux pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, participer à leurs réunions, cotiser quand c'est possible pour les événements qu'ils organisent de temps en temps, c'est-à-dire faire corps entier de l'association pour qu'ils essayent de vous faire confiance. Donc c'est là l'astuce que j'ai utilisée, c'est-à-dire vouloir développer le business au Cameroun. Parce que comme vous le savez, au Cameroun et la Tunisie, il n'y a pas de free visa. Donc on est obligé de contourner par le Tchad ou par le Niger pour pouvoir rentrer plus facilement en Libye, contrairement aux Ivoiriens et la Tunisie. Vous étiez quand même conscient du danger auquel vous vous exposiez? Effectivement, je savais ce qui m'attendait dans la mesure où mes proches, mes amis et même ma famille étaient totalement contre ce que je faisais. Mais il y avait une force en moi qui m'animait. Il y avait quelque chose qui me poussait, qu'il fallait que je fasse quelque chose en fait. Donc, pendant bien longtemps, je ne pouvais pas communiquer avec mes propres parents parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que je faisais. Mes amis, même chose, même mes voisins, tout le monde était contre en fait. On me disait que c'était de la folie ce que je faisais. Il n'était pas question pour moi de m'allier avec ces gens-là et de faire les différents déplacements, toutes ces frontières pour pouvoir avoir ces informations. Moi j'ai une petite question, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. Vous arrivez en Tunisie, est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait arriver en Tunisie? Est-ce que vous avez été victime de ce réseau-là? Est-ce qu'on a voulu vous vendre avant que vous vouliez intégrer ce réseau-là? Parce que là, je sais un peu... Particulièrement, on n'a pas voulu me vendre. Mais je ne partais pas comme un migrant. D'accord. Je suis arrivé en Tunisie par ce réseau. Au début, comme je vous ai dit, on me fait comprendre qu'en Tunisie, c'est plus facile de s'insérer sur le plan académique et sur le plan professionnel. On ne vous dit pas la vérité au départ. Mais une fois en Tunisie, vous vous rendez compte que la réalité est tout autre.
Ça, c'est le premier constat. Ensuite, vous vous rendez compte qu'il y a une forte communauté ivoirienne qui vient d'une autre façon. Vous essayez de vous discuter avec les uns et les autres, vous vous rendez compte qu'ils viennent également sous le fait d'un rêve vendu. On leur a fait comprendre que c'est le paradis sur terre. Beaucoup faisaient les petits marchés ici à Abidjan. Beaucoup avaient des plantations d'EVA. Je ne savais même pas qu'on cultivait l'EVA à Abidjan. C'est dans mon travail que je me suis rendu compte. Ils ont vendu les plantations. Justement, parlant de marché, est-ce que vous pouvez nous éclairer maintenant sur la chaîne du processus de marchandage? Exactement. Alors, vous avez à Abidjan, Cameroun, un peu de partout, des gens qui sont à la recherche de la clientèle. Alors, quand ils vous approchent, ils ont de la bouche mielleuse, comme on dit. Les propos qui vous endorment à l'instant. Alors, ils vous proposent l'achat de votre billet d'avion. C'est eux qui le proposent. Ils vous proposent un bon boulot une fois arrivé en Tunisie. Ils vous proposent un cadre de vie idéal une fois en Tunisie. Tout le monde aspire au bonheur. Il n'y a personne qui pourrait être insensible à une telle proposition. Tout le monde se met dans la danse. Vous vendez tout ce que vous avez, vous lui versez tout votre argent. La deuxième partie de son réseau, installé en Tunisie, a au préalable négocié un contrat. Un contrat de vente, parce qu'il faut le dire, la vente c'est dans tout le Maghreb. Et c'est selon les formes qui diffèrent en fait. Étant en Tunisie, vous avez des gens qui ont déjà tissé au préalable des contrats de travail allant de 3 à 5 mois avec des Arabes, Tunisiens, Algériens, tous ceux qui s'y trouvent. Alors vous qui partez d'ici, vous ne savez pas ce qui vous attend. Une fois que vous foulez l'aéroport international de Carthage, on récupère votre passeport dès que vous sortez de l'aéroport parce que c'est la garantie. On vous conduit dans votre maison où vous allez faire votre contrat ou alors dans votre chantier. À la fin du contrat de 5 mois, vous devez déjà au gouvernement tunisien une pénalité de 80 dinars x 2, à peu près 40 000 francs CFA, sans avoir de travail. Sans avoir où dormir, vous devez déjà au gouvernement. Et il faut automatiquement payer ces pénalités-là pour pouvoir sortir du territoire tunisien. Alors, la seule porte de sortie pour nos confrères, c'est le désert, la Libye. Sabrata, c'est le point de chute de tous les Ivoiriens, de tous les Camerounais qui sont en Tunisie. Parce que la sortie est compliquée, c'est normal. C'est 3 mois que vous avez. Mais comment vous pouvez justifier le fait, par exemple, qu'il y ait une forte représentation ivoirienne et camerounaise? Le free visa qui existe entre les deux pays. La Côte d'Ivoire et la Tunisie, on n'a pas besoin de visa. Juste une réservation d'hôtel et un billet d'avion et le tour est joué. On se rend en Tunisie très facilement. Contrairement aux Camerounais qui sont obligés de passer par le Tchad ou par le Niger. Parce qu'avec la Tunisie, il faut automatiquement un visa. Ce n'est pas encore terminé. Eh bien, cet invité, nous l'aurons jusqu'à demain. Et avant de partir à la pub, Soro, Christelle, est-ce que nous pouvons voir cette vidéo qu'a utilisée CNN? Libye, en août dernier. En pleine nuit, un homme s'adresse à la foule. Des hommes grands et forts pour les travaux de la ferme, dit-il. Des prix, ceux de ces migrants, vendus 1200 dinars libyens, 742 €. Une enchère aux esclaves. Une vidéo que s'est procurée la chaîne américaine CNN et dont elle a pu vérifier l'authenticité. Voilà. En tout cas, nous applaudissons parce que vous avez été audacieux et on va dire que grâce à vous aujourd'hui, la majorité des humains sur cette planète ont l'information donc de ce que l'esclavage se pratique au nord de l'Afrique. Oui. Merci de rester en notre compagnie. Dans la deuxième partie, nous allons recevoir un autre invité qui, lui, a été victime d'esclavage en Libye. Et voilà, pause au niveau de la pub. À tout de suite. Le réseau d'agences RTI Publicité présente le Best of Volume 2 de Bonjour. Revivez les meilleurs instants de fou rire. Best of 2, c'est... De l'eau orange, tantilla banane, juste vous faites ça. Ça fait 15. Où il veut tuer le cas là, il fait ça. Dégain, 300. La femme va faire ça. Hé, monsieur, ta maman qui t'a accouché là, c'est poulet. Attention, il sait que l'autonga c'est climatiseur. Des guerres, piment en poudre. Youssouf a fait ça. Il a roté. La femme Baoulé a crié. Monsieur, tu as fait quoi?
Youssouf fait ça. Mais la vieille, il y a quoi? J'ai roté. Elle dit, wow! C'est ton roté. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, Edipresse partout en Côte d'Ivoire. RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique, Yamoussoukro. Bonjour, un concept RTI. Yo, what up, my people? Ivory Coast, Abidjan. I will be live on the 16th of December at the Abidjan by Night Festival. Make sure you come out. It's going to be at the Palais de la Culture. See you guys there soon. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Move, no limit. Nous sommes toujours sur le plateau de C'est Midi. Merci en tout cas d'être resté en notre compagnie. Et nous sommes avec John Dal Carter, notre invité témoin du jour. Et bien, chers téléspectateurs, avec lui, nous faisons donc un éclairage sur la situation des Noirs en Libye. Et voilà, c'est un jeune étudiant âgé seulement de 26 ans qui a décidé de prendre son destin en main. Pas seulement lui, son destin, mais aussi le destin de tous les Noirs qui vont tenter l'aventure en passant bien sûr par la Libye. Donc c'est notre héros, j'allais dire africain. En tout cas, merci d'être là sur le plateau et ce n'est pas encore terminé parce qu'on était en train de parler du processus de marchandage. Voilà, et vous nous parliez donc d'une porte de sortie. Avant de voir l'élément. Exactement, je parlais de la porte de sortie par exemple quand vous êtes en Tunisie. Vu voilà, ce qui se passe, vous ne pouvez pas, après 3 mois, vous ne pouvez pas obtenir une carte de séjour. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays parce que vous avez des pénalités après 5 mois de contrat. Vous devez déjà au gouvernement. Alors, ça se passe quand vous êtes en situation irrégulière, c'est ça? Bien sûr. Et on va dire 90% des subsahariens en Tunisie sont en situation irrégulière. Pourquoi ils sont en situation irrégulière? Beaucoup viennent dans l'espoir de trouver mieux. Alors, il serait vraiment difficile pour quelqu'un de dépenser jusqu'à 1000 dinars, c'est à peu près 250 000 francs CFA pour faire une carte de séjour quand il est de passage. Ce n'est pas possible. Et comme beaucoup viennent sous contrat, après 5 mois, ils ont déjà une pénalité. Et après ces 2 mois de pénalité que vous devez payer, c'est difficile pour les autorités de vous faire une carte de séjour. Ce n'est pas possible. Donc, ils sont obligés de jouer à Tom et Jerry avec les policiers, attraper un petit boulot comme ils peuvent. Après 6, 7 mois, 8 mois, 1 an, quand ils réussissent à épargner à peu près 2000 dinars, c'est l'équivalent de 400 000 francs CFA, pour rentrer en Côte d'Ivoire, par exemple, la pénalité s'élève à 1600 dinars. Qui revient à combien de francs CFA? 1600 dinars, c'est à peu près les 300, on va dire 80 000. 380 000, exactement. Il vous reste 400 dinars qui ne payent même pas le billet d'avion. Pensez-vous qu'après 1 an, cet Ivoirien-là va rentrer dans son pays bredouille? Il préfère donner ces 2000 dinars qu'il a pu garder au passeur pour prendre l'autre route qu'on connaît tous. La route de Sabrata, en fait. C'est le point de chute situé à l'ouest de Tripoli, à 60 km de Tripoli. Sabrata, c'est le point de départ des embarcations vers l'île de Lampedusa en Italie. Et bienvenue les catastrophes. Et les vidéos, comment est-ce que vous arrivez à les réaliser? Vous arrivez en tant que passeur. Moi, j'arrive en tant que passeur. Je ne suis pas migrant. J'arrive en Libye, j'arrive dans tous ces pays-là, Algérie, à Guadeloupe, etc., comme un passeur, comme membre du réseau. Je me fais protéger par les subsahariens, ça il faut le dire ainsi. Un Nigérian qui a assuré ma protection pendant tout le séjour. Moyennant quelque chose. Bien sûr. Un Ivoirien qui a assuré ma protection pendant quelques temps de la Tunisie jusqu'en Libye. Alors une fois que vous êtes là-bas, puisque ce sont eux en fait les ramificateurs, il faut dire ainsi. Donc c'est par eux que passe la marchandise. C'est vraiment un réseau bien organisé. Hein. C'est fissuré. Comme je vous le disais tantôt, ils sont constitués en gouvernement. Vous avez un gouvernement, le président des passeurs, les ministres, les généraux. Mais là, vous occupez quel poste ministériel là-bas quand vous avez... J'étais un membre en fait. C'est vrai que, alors moi j'ai envie de savoir, votre situation financière quand vous étiez en Tunisie, elle était comment? Parce que mine de rien, c'est vrai que vous êtes infiltré pour aider les autres, mais vous recevez quand même de l'argent de ces prestations-là. Tous ceux qui sont là-bas, ils ont des difficultés notamment, donc je veux savoir, est-ce que vous aviez votre carte de séjour? Est-ce que votre situation était assez confortable pour ne pas penser justement à basculer de l'autre côté? Comment est-ce que votre situation était?
moi, je suis entré en Tunisie avec un visa. Okay. Un visa camerounais, un visa tunisien, depuis le Cameroun. Sauf que, pour faire ce visa, voilà, il y a eu un petit trafic que ces gars ont fait depuis la Tunisie. Donc, je suis resté chez moi au Cameroun, j'ai reçu une lettre d'invitation d'une école qui n'existe pas, qui n'existe nulle part. Vous arrivez, on vous laisse passer tranquillement, mais l'école, en fait, c'est un trafic que nos compatriotes font de l'autre côté. Alors, vous arrivez en Tunisie, vous vous rendez compte que c'est tout à fait différent. Avant d'arriver là-bas, j'ai travaillé dans une société de distribution au Cameroun, dont j'avais mes économies. Je n'avais pas, donc j'étais différent de celui qui venait, voilà, pour, vu que s'il y avait possibilité de continuer les études aisément, je l'aurais fait. J'aurais payé mes études. Donc j'avais un statut différent de celui qui venait bredouille. J'avais mes pièces sur moi, j'avais tout. Donc c'était plus facile pour moi d'être dans ce réseau-là, d'avoir des informations et de participer à les différentes collectes qu'il faisait pour organiser fêtes, etc. etc. Donc j'étais membre en fait de la congrégation des passeurs subsahariens dans le Maghreb. Je voudrais tout de même rassurer les téléspectateurs parce que vous serez encore là demain pour la suite des informations. Oui. Et comme je l'annonçais avant la pub, un invité surprise vient sur ce plateau. Eh bien, c'est une victime, Seni Eouman Carmel, que je vous demande d'applaudir très fort. Carmel, je reste, c'est sur ce titre que vous êtes entré sur notre plateau. Bonjour et bienvenue à C'est Midi. Bonjour maman. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous vous êtes retrouvé en Libye? Bon, c'est mon oncle qui m'a mis dans ce réseau. Et puis ma compagne est sortie de Ghana. Votre oncle? Mon oncle. D'accord, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, en tout cas, avec ce que tu fais, tu as économisé un peu, que tu peux donner, on veut te faire passer par la Libye, puis tu vas rentrer en Europe facilement pour aller faire ce que tu sais faire de ton mieux. C'est-à-dire la cordonnerie? La cordonnerie. Donc, je lui ai donné l'argent. Combien? 900 000. 900 000 francs? 900 000. J'ai pris 4 ans pour économiser. Vous n'avez pas pris l'argent quelque part, hein? Non. 4 ans d'économie? 4 ans d'économie. Vous économisiez dans quel objectif, dans quelle optique? Bon. Est-ce que vous aviez déjà ce projet ou c'était juste des économies que vous avez? J'avais mes économies. D'accord. Mais dès que le projet est venu net, il n'a pas hésité. Donc, je lui ai donné l'argent et je l'ai suivi sans prévenir mes parents. Même j'étais mon petit frère, il n'est pas prévenu, mon petit frère, il l'a suivi. Sorti de Abidjan, Bangourou, Ghana, Burkina, Niger. Mon argent est gâté derrière moi. Je l'appelle, ça ne passait plus. Votre oncle? Mon propre oncle. Je l'ai appelé, ça ne passait pas. Je ne sais pas quoi faire maintenant. J'ai appelé maman pour lui dire que voilà ce qu'il voulait faire. Il voulait me sacrifier pour la famille. Et vraiment, ça a tourné haute page, que je suis en prison au Niger. De quoi a donné une crise cardiaque aux parents? Bon. Ça, c'était combien de temps après votre disparition? 8 jours. 8 jours. 8 jours. Bon, j'imagine déjà le calvaire. Quand je suis arrivé à la gare de Sonef, à Agadez, j'ai appelé mon oncle parce qu'il m'a fait croire qu'il y a un monsieur qui est à Agadez qui va venir te chercher pour aller dormir dans le foyer, puis demain vous devez continuer. C'est comme ça, ça se fait. C'est étape par étape. Tu verses ton argent en Côte d'Ivoire, tu vas qu'en Italie. Donc mon oncle a dépensé mon argent, il appelle, ça passe pas. Après, 3 jours après, il a appelé, ça a passé. Maman l'a appelé, il dit non, il faut me faire transférer. Là, tu peux appeler ton fils. En même temps, il a appelé maman, il dit qu'à se calmer, que je vais trouver une situation. Comment je vais m'arranger? On suppose que ça a été très très difficile jusqu'à ce que vous arriviez en Libye. Mais quand vous êtes arrivé en Libye, vous avez été fait esclave. Qu'est-ce que vous avez vécu réellement? Est-ce qu'en 2 ou 3 phrases, vous pouvez nous relater cela? En Libye, moi, on m'a frappé normalement. Quand vous dites qu'on vous a frappé normalement? On m'a tabassé, maltraité. Et on m'a fait comme un drapeau libyen. Ouais. On m'a frappé pour qu'ils appellent mes parents. J'ai fait 7 fois prison en Libye. 7 fois? 7 fois. On m'a attaché, on attache mes bras et puis sur une corde, il y a un truc, un disque là-bas. Et puis on tire et puis tu montes et puis on te frappe. Maintenant, on met l'écouteur dans ton oreille.
Maintenant, on lance le numéro de tes parents que tu donnes. Maintenant, tu communiques avec tes parents. Papa, pardon, il faut m'envoyer l'argent, ils vont me tuer, il faut m'envoyer l'argent. Maintenant, moi, mon numéro ne passait pas. Mon numéro ne passait pas. Donc, il n'avait pas le choix. Il était obligé d'utiliser mon deuxième plan. J'ai dit à mes frères noirs qui sont là, surtout les Ivoiriens, j'ai vu quelques Ivoiriens de côté, dit ici, là. De la manière, on a Zabrata dans la prison d'Ali Ghetto. Après ça, ils nous ont ramassé pour aller mettre dans un conteneur spécial, en plein milieu du désert. Aoussa qui va venir ouvrir la porte là, qui nous frappe là. Cette fois-ci, il va venir seul pour nous donner de nourriture. Quand il va arriver, on va le kidnapper lui-même. Et puis on va chercher à s'enfuir. D'accord. Alors, enfin. Donc, quand il est arrivé, il a ouvert la porte. Il ne nous a pas salué, il a commencé. Là, c'était journée un peu de bankou, comme tous les immigrants connaissent. On fait ça avec farine. Un peu de bankou, on creuse un peu, on met un peu de sauce dedans et puis on lance sur toi. Ah, si tu n'es pas un bon gardien, ça passe. Que ton ami prend ses parties. La suite, ce sera pour demain. Certainement qu'on va vous rappeler aussi, parce que demain, notre invité témoin demeure John Dal Carter, voilà, qu'on va recevoir encore une fois pour aller un peu plus en profondeur. Alors, Monsieur Seni et Oumar, merci pour votre témoignage. Et puis, on verra si vous devez venir demain encore pour la suite aussi de votre témoignage. Merci beaucoup. Sur ce, nous nous interrogeons. Nous voulons savoir ce qu'en pense le sage. C'est tout de suite. Le sage Cassie. Je vais commencer par dire Yako à mes enfants avant de me lancer. En fait, l'esclavage a toujours existé et partout. Seulement, ça arrivait de multiples formes. Il y a partout, hein. Vous le trouvez au foyer, vous le trouvez dans les services, un peu partout. Mais si on essaie de jeter un peu un coup d'œil là-dessus, c'est une expression de la partie sombre de l'homo sapiens. C'est un mélange de cupidité, de sadisme, de racisme quelquefois, d'égoïsme et d'orgueil. C'est une graine qui est enfouie profondément en nous depuis notre chute et que les nombreuses années d'une soi-disant civilisation moderne n'ont pas réussi à extirper. Autrefois, c'est l'esclavage qui venait s'imposer à nous. Mais aujourd'hui, c'est plutôt nos enfants qui vont à l'esclavage. Il y a lieu de nous poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi ces enfants fuient la maison? Pourquoi? Trop fait, il n'y a aucune gandane. Quand la sauce est bonne, quand le repas est bon, on s'attarde à table. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe à la suite. Ça sera pour demain. Le sage, merci infiniment. Le sujet n'est pas terminé, donc demain on aura un peu plus de temps. Et voilà, donc c'est l'occasion pour nous de vous souhaiter un très bon appétit si vous êtes à table, voilà, parce que quand la sauce est bonne, on ne part pas. Merci à vous John, merci Seni. Et voilà, nous allons passer à un autre cap. C'est la première chronique de cette émission. J'ai envie de dire à demain à vous, mais vous téléspectateurs, restez en notre compagnie. On retrouve tout de suite Jessica Bamba. Eh bien, je vous ai dit à l'entame de cette émission qu'on allait parler de photographie. On a retrouvé Lila Gazelle qui était passée sur le plateau de C'est Midi, juste après son vernissage. Comment est-ce qu'elle a vécu cette expérience de C'est Midi? La réponse en images. Cette semaine, nous avons rencontré Lila Gazelle, photographe ivoirienne basée au Maroc, quelques mois après son passage à C'est Midi. Coucou Lila Gazelle. Coucou C'est Midi. Votre vernissage, il s'est bien déroulé? Alhamdoulilah, c'était bien. Franchement, une expérience par rapport à mon retour extraordinaire. Vernissage qui s'est déroulé quelques jours seulement après son passage à l'émission. Un franc succès qui a suscité l'intérêt de plusieurs personnalités. Sinon, qu'est-ce qui a changé depuis votre passage à C'est Midi? Je suis populaire. On
Mon passage à ces midis a plus ou moins donné le résultat de ce que je souhaitais en fait. Finalement, la photographie, un métier ou un hobby? C'est un métier comme tout autre, comme un directeur dans une banque, c'est un métier. Continuez à suivre cette émission. Moi, je vous suis en tout cas depuis le Maroc. Vive le C-Midi Club. La semaine prochaine, si vous êtes intéressé, donc jeudi, si vous êtes intéressé par la photographie, je vous permettrai justement de visiter tous les univers de la photographie à travers ces talentueux photographes ivoiriens. Donc à jeudi pour une deuxième partie du Club C-Midi. Jessica Bamba, et tout de suite, nous allons pour la mode, bien évidemment, ces mots d'info avec Marie-Paul Adjé. Le week-end a été riche. On vous retrouve tout de suite. Aujourd'hui, on commence très fort avec un événement très attendu qui était le défilé de Reda Fawaz. Le thème, c'était du rêve à la réalité, suivant cet élément. Nous sommes à la soirée du rêve à la réalité de Reda Fawaz. Quand vous voyez ce magnifique décor féerique, lumineux, avec ces magnifiques robes, c'est vraiment du rêve à la réalité. Restez avec nous, nous allons vous faire vivre toutes les émotions de cette soirée. Cette route d'or, c'est la route de toutes les mémoires du Liban. Mémoires religieuses, culturelles, artistiques, architecturales, terres fabuleuses. Je suis ébloui par tout ce qui se passe ce soir. C'est une très belle soirée, voilà, ça promet. Beaucoup de créateurs, beaucoup de belles choses, ça sera magique et féerique. Je suis fière et je lui souhaite que du bonheur. J'adore parce que ça se voit que c'est fait avec le cœur en fait. C'est du Reda tout craché. C'était la soirée du rêve à la réalité de Reda Fawaz. Bravo Reda. Alors pour continuer, quelques informations mode à Abidjan. Il y aura les journées du maquillage artistique, donc le 14, 15 et 16, les awards du mannequinat africain et le mini-salon du maquillage. Merci beaucoup Caroline. Merci beaucoup Marie-Paul Adjé. Eh bien, ce n'est pas encore terminé. Depuis la semaine dernière, une chronique a fait son entrée. Eh bien, il n'y a pas de chroniqueur, justement, mais c'est juste qu'on a une vidéo qu'on va vous présenter. C'est chap-chap, comme on le dit. Hein. C'est des questions-réponses à nos people. Et ça va très vite. Ce sont des questions inattendues. Aujourd'hui, qui s'y prête au jeu? C'est bien sûr Nash Lago Krakra Djassa. C'est parti.
Bonjour Nash, bien installé, on démarre tout de suite, bienvenue. Dis-nous, Natacha ou Flora? Flora. Rappeuse ou poète? Rappeuse. Français ou Nouchi? Nouchi. C'est Uri Gigi et puis ça vient de chez moi. Jean basket ou mini-jupe talon? Jean basket. Faux cheveux ou cheveux crépus? Cheveux crépus, Uri Gigi. Gauche choco ou garçon Nouchi? Gauche choco. Ouais attitude ou Pissency attitude? Ah ouais attitude. Marie-Rose Guiraud ou Anno Loto? Marie-Rose Guiraud. Attention, Adjamé ou Abobo? Les deux, mais Boston. RAS ou Young System? RAS. Zouglou Makers ou Yodé et Siro? Mais le coro Yodé Siro. Le Magnifique ou Adama Daiko? Le Magnifique. Bibi Philippe ou David Taillero? Totorino. Attention, Didier Drogba ou Yaya Touré? Ah, tu me manières, j'aime les deux, mais Daïzoko, Didier Drogba. Sérédier ou Thierry Joël? Sérédier, c'est mon élément. Billy Billy ou Petit Denis? Le coq Billy Billy. Mokobé ou Youssoufa? Mokobé. Attention à ce qui vient, collectionneuse de gourmets ou donneuse de gourmets? Donneuse de gourmets, mieux. Féminine ou masculine? Ça, c'est une question. Cra-cra. Cra-cra, mieux. Sauce baouin ou pléba? Pléba, fort même. Tu me mets en problème, hein? Ah, c'est un bang-bang. Merci beaucoup, Nash, artiste ivoirienne qu'on aime beaucoup dans ce pays. Merci en tout cas pour tout ce que vous donnez à la jeunesse ivoirienne. Eh bien, j'aimerais qu'on puisse saluer une école avec nous, une école très bien vêtue. En tout cas, j'aime chaque fois que vous êtes sur ce plateau. Je suis contente. Le groupe Éthique est avec nous. Et voilà. Et nous avons aussi le fan club, c'est midi. Toujours au rendez-vous, quel qu'en soit le nombre. Merci en tout cas. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé donc à l'élaboration de cette émission et merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité, votre amabilité. On va se retrouver demain, toujours avec le même thème sur, bien sûr, l'esclavage en Libye. Restez connectés. N'hésitez surtout pas à venir sur la page Facebook de l'émission, nous poser certaines questions. Eh bien, on se fera fort et on se fera le plaisir de vous répondre. Merci, très bon appétit et à demain. Au revoir.